Bonjour à tous. Je vous propose de reprendre le fil du cours. Alors la dernière fois, j'avais discuté des histoires d'interactivité, d'événements et d'actions. Donc comment est-ce qu'on pouvait connecter l'interface, parce que j'avais présenté auparavant la vision non interactive de l'interface, avec eh bien, la partie dynamique de vos applications. Et comment donc, depuis l'interface, on pouvait connecter du code. Donc, comment vous pouvez connecter du code depuis l'interface et faire en sorte qu'il réagisse aux événements produits par l'utilisateur. Voilà, je vais y arriver. Et j'avais terminé en vous disant que, j'avais pas eu assez de temps pour discuter d'un certain nombre, disons, d'un mécanisme particulier qui est intéressant à connaître en ce qui concerne justement la façon dont on va coupler l'interface avec la partie fonctionnelle de l'application. Donc ça, c'est un problème important, parce que quand on écrit une application, on a la tentation, en tout cas au départ, on a la tentation de penser tout de suite au fait qu'elle elle va s'inscrire dans un cadre d'exécution particulier. Notamment le fait qu'elle aura, par exemple, une interface graphique ou, par exemple, une interface web. Donc la tentation est grande de développer en même temps l'interface et en même temps, disons, le cœur fonctionnel de l'application, ou la partie métier, si vous voulez, je ne sais pas quoi. Alors, c'est pas interdit de développer les deux en même temps. Ce qu'il faut, c'est éviter que les deux soient trop couplés. D'abord parce que rien ne vous dit que parce que vous développez votre application en ayant à l'esprit le fait qu'elle va s'exécuter avec une interface graphique Swing, rien ne vous dit que plus tard, vous n'aurez pas besoin de l'exécuter dans un autre contexte, avec un autre type d'interface graphique. J'en sais rien, ça pourrait être TCL/TK si vous voulez, brancher ça aussi sur une interface web par exemple. Et donc là, tout de suite, on a un problème, c'est qu'il faut évidemment que le couplage entre la partie métier et puis la partie interface soit le plus léger possible. Ce que vous ne voudriez pas, c'est avoir à remettre la main, notamment dans la partie métier, parce que ça comporte des risques. Vous pourriez y apporter des bugs qui n'existaient pas, et donc c'est assez problématique. Donc comment est-ce qu'on va découpler ces choses-là? Alors, il y a un mécanisme assez ancien, en fait, assez ancien, c'est pas en fait, il est effectivement assez ancien. Il est connu comme étant le premier design pattern. J'ai déjà causé, pour ceux qui ont suivi le cours de C++, de ces histoires de design pattern, même si je l'ai fait rapidement. Donc, ils sont donc des motifs conceptuels et effectivement qui permettent de résoudre des problèmes, notamment dans le cadre de l'objet, des problèmes divers et variés sur le code lui-même ou la façon dont il faut structurer le code. Alors, évidemment, ce problème, comme je vous l'ai dit, la description de ce problème, le découplage ou le couplage faible qu'on cherche à obtenir entre la partie métier puis la partie interface, c'est évidemment pas neuf. C'est un problème qui se pose quelle que soit l'interface, y compris si vous êtes dans une interface textuelle. Vous pouvez avoir envie de développer un logiciel et ne pas vous préoccuper au départ de l'interface et faire simplement que vous ayez une interface texte. Bon, alors comment ensuite passer de cette interface texte, de ce logiciel qui est une interface textuelle, disons en mode console, avec une interface graphique? C'est le même problème, mais c'est un problème de toute façon ancien. Et ça a été en partie... alors je vais dire en partie résolu, mais c'est résolu par le pattern qui s'appelle MVC. Et qui ne fait pas partie de la collection des design patterns habituels, quand je vous ai présenté les design patterns au semestre précédent, par exemple. Eh bien, j'ai indiqué, me semble-t-il d'ailleurs, que le MVC ne faisait pas partie de cette collection-là. Pour diverses raisons. Il existe d'autres design patterns que les design patterns standards, évidemment. Et celui-ci, il est adapté à différentes choses. Et le problème du MVC, c'est qu'il est assez ancien, et c'est assez difficile de trouver une définition exacte, une description exacte de ce qu'il est réellement, parce qu'en fait, il y en a des variantes assez diverses et variées. Il y a beaucoup de variantes, disons.
Alors, en fait, il fait apparaître trois composantes dans vos applications. Donc, il fait apparaître la composante modèle, la composante vue et la composante contrôleur. D'où son nom MVC, Model View Controller. Alors, le modèle, c'est la partie justement de votre logiciel qui est la partie, disons, métier ou qui comporte la logique essentielle. Vous êtes en train de fabriquer un système bancaire, c'est là-dedans que vous allez voir apparaître les histoires de comptes en banque, je ne sais pas quoi, etc., de monnaie, etc. La partie vue, ben ça va être la représentation de ces objets-là. Et c'est là qu'on va voir en général l'interface. Le contrôleur aussi peut être une interface, mais il est d'un autre niveau. La vue, ben, ça va être la représentation de ce compte en banque, et la représentation de ce compte en banque, par exemple, il peut y en avoir de diverses et variées. Hein. Vous n'avez pas la même vue de votre compte en banque quand vous vous approchez quand vous utilisez un distributeur de billets. Bien sûr, en fait, vous êtes en train de manipuler votre compte en banque. Donc, d'une certaine manière, le distributeur de billets, quand vous avez mis votre carte, vous êtes identifié, il vous donne une représentation de votre compte en banque. Une représentation. Parmi d'autres, quand vous connectez sur Internet, si vous avez un accès Internet à votre compte bancaire, il vous présente aussi votre compte en banque, mais sous une autre forme. Vous voyez plus de choses, mais pas tout à fait la même chose, puisque vous ne pouvez pas trier de billets, par exemple, hein, ce genre de choses. Donc, les vues, ce sont des représentations des objets du modèle. C'est ça que ça va être. Et puis, les contrôleurs, c'est des objets qui vont agir sur le modèle. Hein, bah, vous allez vouloir, effectivement, déclencher des opérations sur ce modèle, hein, retirer de l'argent, etc. Enfin, je ne sais pas quoi, si votre modèle, c'est toujours votre compte en banque. Et donc, c'est ça que les contrôleurs vont faire. Ce sont des objets qui vont contrôler le modèle. Et bien sûr, il faut synchroniser tout ça, puisque vous comprenez bien que le contrôleur, puisqu'il agit sur le modèle, donc il va changer des choses dans le modèle, il va probablement changer l'état, enfin il peut potentiellement changer l'état du modèle. Par conséquent, il va falloir aussi que la vue, s'il y a une vue qui correspond à l'affichage, à la représentation du modèle, mais il va falloir que la vue change en conséquence. Hein, c'est ça qu'on veut faire. Et évidemment, des vues, il peut y en avoir plusieurs. Hein, et vous pouvez être en train de manipuler votre modèle de différentes manières. Alors, il y a un autre exemple, en fait, quand est-ce qu'on peut avoir plusieurs vues du même modèle? Si sur un compte en banque, c'est déjà relativement rare, hein, vous n'êtes pas en même temps au distributeur et en même temps sur votre ordinateur pour manipuler votre compte en banque. Il y a des tas d'exemples dans lesquels, bien sûr, il peut y avoir plusieurs vues, et bien entendu, aussi plusieurs contrôleurs qui manipulent le modèle. Le modèle, il n'y en a qu'un. Hein. Le modèle, encore une fois, c'est si vous avez votre compte en banque, il n'y a qu'un seul compte en banque. Par contre, il peut y avoir plusieurs façons de manipuler ce compte en banque et plusieurs façons de représenter ce compte en banque. Sachant que, hein, il faut faire attention, si je reprends l'exemple du compte en banque, il faut se méfier. Hein. Il y a une ambiguïté en ce qui concerne le contrôleur et la vue. Le contrôleur et la vue, quand vous êtes face à un distributeur de billets, c'est très entremêlé. Hein, à la fois, vous avez une représentation, mais cette représentation n'est pas une représentation simplement passive, c'est aussi une représentation active. Vous avez des boutons pour pouvoir réeffectuer des opérations sur votre compte en banque. Donc souvent, la vue et le contrôleur, je dis souvent parce que ce n'est pas une obligation, mais souvent la vue et le contrôleur, en tout cas quand on parle d'interface graphique, sont d'une certaine manière assez entremêlés. Vous avez à l'intérieur de la vue, non seulement la représentation de l'objet, mais aussi de quoi manipuler cet objet qui est dans le modèle. Alors l'autre exemple que vous connaissez certainement, et auquel vous avez affaire et qui permet de comprendre qu'on peut avoir plusieurs vues et qu'effectivement ça commence à poser des problèmes si on réfléchit en termes d'organisation du code ou de structuration du code, prenez Eclipse. Vous prenez Eclipse, et puis Eclipse, il vous sert à faire quoi? Il vous sert à éditer du code. Hein, de base, on vous dit, bon, Eclipse, c'est ça, vous voulez écrire du code en Java, lancez Eclipse, vous faites new, je sais pas quoi, classe ou file Java, je sais pas trop, peu importe, et puis vous allez éditer votre code Java. Sauf que bien sûr, vous savez maintenant que Eclipse fait plus que ça. C'est-à-dire qu'Eclipse, en fait, il vous permet pas seulement d'éditer, enfin, il vous permet d'éditer du code, d'accord, de réaliser des programmes, mais de diverses manières. Hein, vous avez diverses façons de manipuler votre programme. Il y a bien entendu une zone principale qui est l'édition du code Java, dans lequel vous pouvez taper du code textuellement, mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire avec Eclipse. Vous avez d'autres représentations de votre code. Vous avez par exemple, quelque part, si vous l'avez fait apparaître, je ne sais plus par défaut, j'utilise assez peu Eclipse, mais tous les IDE font ça aussi,
et ben, ils vous fournissent une vue qui porte différents noms, mais qui s'appelle, je sais pas quoi, le browser de classe, dans lequel vous voyez l'ensemble des classes qui sont dans votre code. Et vous voyez, par exemple, donc, une représentation synthétique des objets de votre... Enfin, j'allais dire des objets. Des choses qui sont manipulées, qui sont dans votre programme, qui sont représentées par votre programme, mais non pas sous forme de code source, mais sous une forme un peu plus abstraite, qui est la liste des classes, et pour chaque classe, simplement la liste des méthodes, leurs signatures, si elles sont publiques et privées, la liste des attributs, point. Ce genre de choses que vous pouvez plier, déplier, ou ce genre de choses. Si vous avez intégré un module, par exemple un module de type UML, il existe des modules dans Eclipse pour faire des diagrammes UML, eh bien sûr, quand vous allez éditer le diagramme UML, ça va modifier aussi le code source qui va bien, ou à l'inverse, quand vous modifiez le code source, ça va modifier le diagramme UML. Comment est-ce que ça fonctionne? Puisque ce qu'on a en réalité, c'est que ce que vous permet de faire les IDE, c'est de manipuler, je ne sais pas comment le dire, mais disons, votre programme sous différentes formes et de différentes façons, et de vous le représenter de différentes façons. Donc, vous avez différentes vues de votre programme. Vous avez la vue code source, mais vous avez aussi la vue, je ne sais pas quoi, browser de classe, vous avez la vue projet, qui est encore une autre vue dans laquelle vous ne voyez même pas les classes, vous voyez juste les fichiers. Et puis, vous avez différents contrôleurs, bien sûr, dans ces différentes vues, vous avez différentes actions possibles. Et toutes ces actions doivent être synchronisées. Hein. Quand vous rajoutez une classe dans le browser de classe via le contrôleur de browser de classe, bien sûr, ça va rajouter quelque chose quelque part dans Eclipse, et puis ça va mettre à jour toutes les vues. Ça va apparaître dans une fenêtre d'édition s'il y avait une fenêtre d'édition attachée, ça va apparaître dans, je ne sais pas quoi, le projet s'il y a un fichier qui est attaché à cette classe, etc. Donc il faut bien synchroniser ces différentes choses. Voilà, et c'est à ça que sert le MVC, c'est-à-dire vous donner un moyen de réaliser ça de façon assez standard et assez souple, hein, d'obtenir la souplesse qu'on veut bien. Alors, ça signifie aussi que dans Eclipse, vous avez un modèle de votre code. Vous ne savez pas à quoi il ressemble, ce modèle. Si vous essayez d'écrire des plugins Eclipse, probablement vous serez obligé de l'apprendre et de comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a un modèle qui représente votre code. Et ce modèle va être manipulé via des contrôleurs, donc la fenêtre d'édition standard, le browser de classe, ou va être représenté par différentes fenêtres. Donc voilà. Alors il y a en gros, hein, si vous vous intéressez au MVC, si vous cherchez MVC, modèle vue contrôleur sur Internet, il y a une foultitude de documents à ce sujet. En gros, il y a deux MVC, enfin il y a deux grandes catégories de MVC qui sont à considérer. Après, les autres variantes, hein, vous les prenez comme vous voulez. Vous étudiez ça de près si vous voulez. Mais le premier, c'est ce qu'on appelle habituellement le MVC passif. Hein? Donc là, c'est vraiment ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez concevoir votre modèle, hein, indépendamment de l'interface. Vous ne vous préoccupez pas de l'interface. Vous créez vos histoires de je sais pas quoi, compte en banque, etc. Et tout va bien. Et ça, sans vous préoccuper de savoir qui va déclencher ces méthodes et comment, est-ce que ça va être un bouton ou je ne sais quoi. Ça n'a pas d'importance. Vous définissez de façon relativement abstraite, en tout cas suffisamment concrète pour le modèle, mais abstraite du point de vue des interfaces, vos objets métiers. D'accord? Alors, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Le contrôleur, ça va être un objet, hein, qui va recevoir des sollicitations de l'extérieur, peu importe lesquelles. Ça pourrait très bien être un contrôleur d'interface graphique, mais peu importe en fait, c'est pas forcément un contrôleur d'interface graphique, ça pourrait très bien être un autre objet logiciel qui réalise des tests automatiques et déclenche des actions pour tester si le logiciel fonctionne bien. Hein. Avant de livrer un logiciel, vous normalement testez s'il fonctionne. Comment est-ce qu'on fait des tests? Il y a des tas de façons de faire des tests, mais une façon de faire, c'est de réaliser des objets à l'intérieur de votre logiciel, par exemple, et qui vont déclencher des scénarios, qui vont représenter un faux utilisateur, qui va tenter de retirer trop d'argent, et on va vérifier que ça marche bien, enfin je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Donc vous allez... donc c'est ça que peut faire un contrôleur, c'est simplement demander au modèle la représentation, enfin l'exécution d'un service. Donc vous avez un objet, peu importe, ça pourrait très bien être un bouton, mais ça pourrait être tout autre chose qu'un bouton, et qui va réaliser des opérations, les services sur le modèle.
Et le modèle, lui, hein, il n'a rien de particulier à faire d'autre que son métier, c'est-à-dire répondre correctement au service. Vous demandez de retirer de l'argent sur le compte en banque, ça va retirer de l'argent, point. Et ensuite, le contrôleur, donc dans le modèle enfin dans le pattern, dans le motif conceptuel MVC passif, il ne fait rien d'autre, le modèle. Ensuite, le contrôleur, une fois qu'il a demandé l'exécution du service, alors, lui, il va demander la mise à jour des vues. Hein, vous avez réalisé une opération de retrait sur le compte en banque, s'il y a des vues qui sont associées à la position courante du compte en banque, il va falloir demander à ces vues de se mettre à jour. D'accord? Donc comment est-ce qu'il fait ça? Le contrôleur, il va agir directement sur là où les vues, il va leur dire, mettez-vous à jour. Et les vues, hein, qu'est-ce qu'elles vont faire? Les vues savent elles-mêmes ce qu'elles sont en train de représenter. Il y a peut-être une vue qui représente le compte en banque, mais qui ne représente pas la valeur, le contenu en argent du compte en banque. C'est simplement des informations génériques sur qui est propriétaire, quelle est votre adresse, ou je ne sais pas quoi. Et donc chaque vue va décider ou pas de récupérer les informations depuis le modèle pour savoir si, pour les mettre à jour et les afficher. Donc ça donne le modèle passif. Donc vous voyez hein, que le modèle, tout simplement, il fonctionne habituellement sans se préoccuper de savoir réellement ce que sont ces vues et ce que sont ces contrôleurs. Hein. Est-ce que ce sont des objets graphiques ou pas? Ça n'a aucune importance pour ces objets-là. Alors passif MVC, puisque j'ai un passif MVC, je devrais pouvoir le tester. Alors, il faut que je retrouve l'exemple. Je vais y arriver. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, si, c'est bon, c'est ça. Voilà. Ça doit être là-dedans. Passif MVC. Je sais, vous ne voyez encore rien. C'est normal, je fouillais pour savoir où j'en étais. Alors, passif MVC. On va l'exécuter peut-être pour voir à quoi il ressemble. Ça va être quelque chose d'assez élémentaire. Bon, je ne cherche pas, ça doit être un affichage de debug pour je ne sais quelle raison. C'est pas très important. Mais ce qu'on a ici, c'est en fait deux représentations. Donc ce qui doit être caché derrière, si ma mémoire est bonne, c'est que vous avez simplement un petit objet qui est un compteur. Hein. Et donc ce compteur, vous pouvez déclencher une opération d'incrémentation, puis vous pouvez consulter la valeur de ce compteur. D'accord? Donc mon modèle, hein, c'est vraiment quelque chose de très élémentaire. Vous allez voir comment il est écrit. C'est exactement ça. Vous avez une classe, à l'intérieur, une classe compteur, probablement, ou je ne sais pas quoi, avec un attribut entier, une méthode pour incrémenter cet entier, et puis une méthode pour consulter cet entier. Et ça, complètement indépendamment de toute interface. Il n'y a probablement aucune méthode pour afficher cet objet ou quoi que ce soit. Simplement, vous avez ici maintenant... sous les yeux, cet objet-là, qui est un bouton de l'interface, et qui, lui, va jouer le rôle de contrôleur. Hein, et comme son nom l'indique, quand j'appuie sur +1, je peux imaginer que ça va incrémenter le compteur qui est caché ou qui est caché derrière, donc dans mon modèle. Et puis j'ai ici deux vues. Alors c'est des vues vraiment très triviales, vous allez me dire, hein, mais peu importe en fait, ça n'a aucune importance. Ces deux vues font simplement que représenter la valeur du compteur. Et donc, ces différents objets qui sont, ces deux vues qui sont là, ce contrôleur qui est là, et le modèle, évidemment, qu'on ne voit pas, le modèle, lui, n'a pas, vous ne le voyez pas directement, vous le voyez toujours qu'à travers des vues partielles, en général, elles sont partielles, il pourrait y avoir d'autres choses dans cet objet-là. Et bien, quand j'appuie sur, vous voyez, sur +1, eh bien, évidemment, je vois deux fois valeur. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que, hein, encore une fois, l'objet lui-même n'a aucune conscience de ce qui se passe. Il y a simplement des objets qui agissent sur lui, et il y en a qui agissent pour le modifier, donc modifier son état, comme le contrôleur ici, ce contrôleur-là, et puis d'autres qui vont agir sur lui simplement pour récupérer des valeurs de l'état, afin de les afficher. Et là, il peut y en avoir autant qu'on veut. Alors, si on regarde comment
comment ça s'est obtenu, hein. Alors évidemment, c'est très élémentaire, vous allez me dire, c'est pas, j'aurais pu faire ça, tout coder en une seule classe ou je ne sais pas quoi, mais j'ai bien découpé selon la technique du MVC passif ici. Ces deux vues-là pourraient très bien représenter mon objet compteur sous différentes formes. Là, j'ai mis deux chaînes de caractères pour représenter mon compteur. Mais il y en a un qui aurait très bien pu être, je ne sais pas quoi, une barre de défilement ou quelque chose comme ça. Ça n'a aucune importance. Hein. La représentation effective à l'écran n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la façon dont ces différents objets agissent les uns avec les autres. Alors, comment est-ce que c'est organisé? Vous allez voir, normalement. Hein, voilà, j'ai un modèle. Donc mon modèle, il ne fait rien de particulier de plus que ce que j'ai raconté tout à l'heure. Donc vous avez bien simplement... Oh, il est un petit peu différent de ce que j'ai raconté, puisque je n'ai pas remis la main là-dedans. Il n'y a pas une méthode d'incrément, mais il y a simplement... Hein, vous voyez, c'est très simple, mon modèle, c'est simplement un objet qui encapsule un entier, et puis j'ai deux méthodes, getValeur et setValeur. Voilà. Donc ça, hein, vous voyez, là-dedans, il n'y a rien d'interface, il n'y a même pas d'affichage de cet objet. Je n'y ai jamais songé quand j'ai écrit ça. Donc quand j'ai fabriqué cette application, évidemment celui-ci est très simple, mais je me suis focalisé sur le problème essentiel métier, ou la logique métier de mon application. J'ai fabriqué mes compteurs, j'ai fabriqué mes machins, etc. Donc je l'ai appelé modèle pour qu'on trouve facilement de quoi il s'agit. Et puis, j'ai fabriqué alors une interface générique, enfin, un type générique, un type, disons, pour représenter ce que c'est, pour moi, une vue. D'accord? Une vue de mon modèle. Donc, rappelez-vous, hein, dans l'interaction, une vue, c'est quelque chose à laquelle vous demandez de se mettre à jour. Rappelez-vous qu'une fois que le contrôleur a agi sur le modèle, ensuite, il demande aux vues de faire des mises à jour, de faire des updates. Et puis ces vues, en retour, elles interrogeront le modèle. Et donc, quand je vais demander à une vue de se mettre à jour, je vais lui dire, par exemple, sur quel modèle elle doit agir. D'accord? Vous avez une vue qui représente quelque chose, qu'est-ce qu'elle va représenter? Chaque fois que je lui dis de se mettre à jour, je vais lui transmettre le modèle sur lequel je veux qu'elle se mette à jour. D'accord? Alors ensuite, j'ai fabriqué différents quoi? Bon, j'en ai mis qu'un ici, mais c'est pas grave. Différentes vues. Bon, on aurait pu en mettre... Alors attendez, je vais enlever les messages de debug, ça n'a aucune importance. Oh, j'en ai mis trop, d'ailleurs, je pense que ça sert à rien. Je vais les enlever. Voilà. C'est réduit à ça. C'est vraiment très très simple. Voilà ce que j'ai appelé une vue. Pour moi, une vue, hein, c'est simplement... Donc là, j'ai fabriqué une vue sous la forme, je vous l'ai dit, textuelle, une représentation textuelle de mon modèle. Bon, simplement, j'ai pris un JLabel et puis je l'ai étendu. Alors simplement, la seule chose que j'ai faite, c'est que maintenant, vous voyez, cette vue-là, quand on lui demande de faire update, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère la valeur du modèle qui lui est transmise. OK? Et puis, elle modifie simplement son propre texte, et puis pour représenter cette valeur-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le contrôleur, lui, c'est un objet de type ActionListener. Quand il a été déclenché ce modèle-là, donc ça c'est la vision où j'ai un contrôleur qui reçoit des événements tenus de l'extérieur. On pourrait avoir des contrôleurs qui, à intervalles réguliers, déclenchent eux-mêmes des opérations, moi j'en sais rien. Un système de compte en banque pour avoir un contrôleur qui, chaque année, vous rajoute les 0,5% d'intérêt auxquels vous avez droit. Donc, ici, c'est simplement un contrôleur qui, bien sûr, va être branché, vous l'avez compris, via un bouton. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est simplement, quand je fais l'action perform, donc quand un événement extérieur de l'interface survient, eh bien, il va agir sur le modèle en récupérant la valeur, ajoutant 1, puis en modifiant. Hein, c'est ça qu'on fait. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il fait? C'est le contrôleur qui connaît les vues. Hein, dans mon modèle de MVC passif, c'est le contrôleur qui connaît les vues. Et bien, il demande à toutes les vues de se mettre à jour. Alors, vous avez évidemment de quoi gérer
les différentes choses concernant les vues. Ça veut dire que le contrôleur, il doit connaître toutes les vues, donc vous avez des méthodes pour ajouter une vue dans ce modèle-là, enlever une vue, et puis changer les vues. Donc simplement changer les vues, hein, vous voyez ce que c'est que je parcours la liste de toutes les vues courantes, et puis je demande à chacune des vues de se mettre à jour. C'est ça que fait ChangeViews, qui est appelé dans le Action Perform. Et donc maintenant, hein, cette petite mécanique que je peux faire systématiquement, qui n'est pas très difficile à implémenter, hein. Vous voyez, j'ai un contrôleur, il est capable de gérer une liste de vues, bon, ça se fait quasiment automatiquement si je veux, hein, je pourrais avoir même un générateur de code qui le fait, pardon. Eh bien, maintenant, si je veux fabriquer mon interface, j'ai plus qu'à dire combien de vues je veux, où est-ce que je les mets, et tout ça n'a plus aucune importance, la mécanique est en place. J'aurai un ou plusieurs contrôleurs, je peux en fabriquer un autre, hein, il n'y a aucun souci, et puis il va déclencher les actions telles qu'elles vont bien. Là, j'ai mis 2 vues, mais si je rajoute une 3e vue, il n'y a pas de souci, hein, je peux rajouter une 3e vue. Et ça va marcher de la même manière. Et j'ai juste à me préoccuper de, est-ce que je rajoute une vue, oui ou non? Ah, donc je rajoute une vue, très bien. Bien sûr, hein, il n'y a rien de plus impressionnant que ce qu'il y avait tout à l'heure. Si c'était... je vais simplement avoir 3 représentations textuelles, cette fois de mon objet. Mais vous voyez que pour obtenir ça, hein, c'est vraiment facile. J'ai fabriqué une vue, puis je l'ai associée au contrôleur, et je l'ai rangée dans mon interface, et puis ça fonctionne. Hein. Toute la petite mécanique, qui n'était pas si compliquée, me permet d'obtenir un découpage. Vous voyez que je n'ai rien modifié de mon modèle, j'ai simplement changé des liens, rajouté des liens tels que définis dans mon pattern. D'accord? Alors, il est intéressant ce modèle MVC passif, hein, mais c'est pas, enfin, il ne résout pas tous les problèmes. Il y en a un autre, puisque là je suis dans le cadre du MVC passif. Il y en a un autre qui peut être intéressant à considérer, c'est le MVC actif, évidemment. Hein. Passif, donc actif. Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin du modèle MVC actif? Eh bien parce que malheureusement, de temps en temps, le modèle, il se modifie lui-même. Et là, c'est plus délicat. Parce que si le modèle se modifie lui-même, il faut que les vues se mettent à jour quand le modèle se modifie lui-même. Hein, si le modèle est actif, c'est pour ça qu'on parle de active MVC, ce qui est actif ici dans le MVC, c'est le modèle. Eh bien, s'il se modifie à intervalles réguliers, on peut imaginer qu'il a un thread lui-même, je ne sais pas quoi, en son sein, et qui fait en sorte que ça modifie les choses, ben, il va falloir mettre à jour les vues. Il va falloir ou pas, j'en sais rien, mais en général, oui. Donc, là, pour le coup, le découpage est autre, puisque, évidemment, ça veut dire que, d'une certaine manière, hein, on va être obligé de faire en sorte que le modèle connaisse ses vues. Mais ça, c'est pas gênant. Ça, c'est pas gênant, parce que de toute façon, hein, on pourrait considérer que le plus joli, c'est le modèle passif MVC, puisque là, j'ai même fabriqué une application avec le passif MVC, sans avoir à me préoccuper absolument des interfaces, mais en réalité, bien sûr on sait bien que toutes les applications ont une interaction avec l'extérieur. Donc d'une certaine manière, il y a une interface. Qu'elle soit graphique ou pas, ça n'a aucune importance. Il y a toujours une interface. Les applications agissent avec l'extérieur, à un moment ou à un autre. Hein, même si c'est extrêmement réduit. Donc de toute façon, ça veut dire qu'on peut quand même songer au fait que l'application, le cœur fonctionnel de l'application va agir d'une certaine manière avec son environnement d'exécution. Et donc, de toute façon, il va falloir prendre en compte le fait qu'il y aura une interface, graphique ou pas, ce n'est pas le point important, mais qu'il y aura une interaction avec l'extérieur. Alors, donc c'est pas si grave finalement que le modèle soit au courant, ou disons, manipule des vues, ou ait connaissance du fait qu'il existe des vues pour le représenter. Simplement, il faut que ça se fasse de façon abstraite. Il ne sait pas quel genre de vue ce sera, mais il sait qu'il y aura
probablement, hein, quand vous allez écrire votre application, vous saurez que ah, bah, ce compte en banque, il aura probablement un jour une représentation. On va appeler ça une vue. On va abstraire cette vue-là. On va simplement faire en sorte que les choses puissent se modifier correctement. Bon, bah, regardons comment est-ce que ça fonctionne. Hein, c'est très simple. Alors, vous avez en fait dans Java déjà quelque chose pour représenter une partie du MVC actif, qui est le pattern observer. Et vous avez des classes associées à ça en Java, dont vous avez peut-être déjà eu connaissance, qui sont observeurs observables, et qui sont liés à ça. Hein. Alors, regardons simplement comment est-ce qu'il fonctionne, vous allez voir. C'est pas si compliqué. On va d'abord l'exécuter, ça ne doit pas changer. Ah, je sais pas, je sais plus ce qu'il fait. Il doit s'appeler active. Active MVC. Ah. Comment il s'appelle? Bah si. Ah, pourquoi je l'ai pas? Ah. Ah si, je l'ai alors. Bon, je sais pas. Ah oui, non, je sais pourquoi. C'est pas très grave. C'est ma ligne de commande qui était pas bonne. Alors, je vais... Je vais exécuter ce code, qui ne devrait pas être non plus beaucoup... Ah oui, ça va pas. Bon. Voilà, pas grand-chose de très intéressant, mais vous voyez que en fait, ce qui est caché derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui met à jour le modèle régulièrement. Là, j'imagine que chaque seconde, il y a un machin qui incrémente le modèle. Et donc, vous voyez, c'est que d'une certaine manière, il est actif, mon modèle. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, la vue se met à jour. Et bien sûr, je veux le faire, quel que soit le nombre de vues qui sont actuellement présentes. Et puis, bien sûr, hein, ça ne m'empêche pas non plus d'agir, vous voyez, hein, en concurrence, d'avoir aussi un contrôleur qui me permet de manipuler le modèle, hein, évidemment. Alors... Si je regarde la façon de faire, alors attendez, bougez pas, je vais y arriver, on va mettre un petit peu plus gros. La seule chose qui a changé cette fois, c'est que mon modèle, vous voyez, je l'ai modifié de la sorte que maintenant, mon modèle, il étend une classe, parce que j'ai utilisé simplement une construction déjà de Java pour obtenir cette fonctionnalité, il va étendre observable. Bon, alors, si vous n'arrivez pas à étendre observable parce que vous avez besoin déjà d'étendre autre chose, bon, bah, vous vous débrouillez autrement. Hein. Il y a plein de façons de s'en sortir, mais peu importe. Observable, bah, comme son nom l'indique, hein, le modèle, c'est bien quelque chose qui est observable. La vue, ou une vue, observe bien le modèle, puisqu'elle va refléter le modèle. Donc, dès que le modèle est modifié, la vue doit refléter une partie, enfin la partie intéressante de l'état. Donc, le modèle, c'est ce qui est observable. D'accord? Donc, le modèle étant la classe observable, et en faisant ça, vous avez simplement toute une petite mécanique, hein, en étendant la classe observable, bah, qui vous permet justement de dire, tiens, je vais ajouter une vue dans le modèle, associée au modèle, je vais enlever une vue, ou je sais pas quoi. Donc, les petites méthodes que j'avais tout à l'heure, qui étaient, je sais pas quoi, add views, bah, c'est simplement là-dedans. Et puis, vous avez aussi... Hein, de quoi prévenir les vues qu'elles doivent se mettre à jour. Alors comment est-ce que ça marche? D'abord, le modèle, quand il se met à jour, c'est-à-dire quand il modifie son état, alors il faut qu'il se mette dans un état particulier. Donc par exemple, quand vous avez modifié, là j'ai considéré que quand mon modèle changeait sa valeur, alors je devais considérer qu'effectivement, là, son état avait vraiment changé. C'est pas parce que vous modifiez des choses dans l'objet que son état change réellement du point de vue externe. Hein, mais ici, c'est le cas. Donc, je positionne mon observable dans
dans un mode particulier qui est le setChange, pour dire qu'effectivement il vient d'être modifié. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'ai une méthode générique aussi qui est héritée d'observables, où je dis, ok, maintenant je vais notifier les vues ou les observateurs du fait que l'état a été changé. Puis les observateurs, ils vont se débrouiller pour se mettre à jour. D'accord ? Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Vous voyez que maintenant, la seule chose qui change, c'est que mon label, il va implémenter Observer, qui est une classe, qui est une interface de Java, une interface standard de Java, et qui représente simplement, d'une certaine manière, ce que j'avais implémenté sous la forme de vue tout à l'heure en termes d'interface. C'est-à-dire qu'il y a bien une méthode update et qui reçoit ce qui va bien, c'est-à-dire d'abord quel est l'objet à observer, et puis éventuellement vous pouvez lui adjoindre des données. Bon, voilà, je ne le fais pas, mais on pourrait très bien transmettre des données en plus à chaque update des objets différents. Et puis cette source, c'est simplement le modèle qu'il faut observer, et puis ici, il modifie son propre texte. Le contrôleur, lui ça reste un contrôleur, il ne fait rien de particulier, il est du même genre que tout à l'heure. Et puis simplement, vous voyez que pour associer les vues au modèle, j'ai simplement un add observer. Une vue est un observateur, et bien je l'associe en tant qu'observateur sur ce modèle-là. Donc ça veut dire que cette vue-là reflètera ce modèle-là. Donc automatiquement, quand le modèle fera le notify observer, setChange notify observer, on va appeler la méthode update en transmettant le bon objet, etc. D'accord ? Et puis ici, j'ai simplement un thread qui met régulièrement à jour le modèle. Et puis évidemment, comme à chaque fois qu'on fait cette valeur dans le modèle, rappelez-vous ce que fait que le modèle, eh bien, il prévient toutes les vues de sorte qu'elles se remettent à jour. Donc la seule précaution qu'il y a à prendre, vous voyez toute la mécanique de gestion de la relation entre le modèle et ses vues, ça a été... ce petit pattern est implémenté là-dedans dans la classe observable. La seule précaution qu'il y a à prendre maintenant, c'est de réfléchir à chaque fois dans votre modèle, ok, est-ce que les modifications que je fais à l'intérieur des attributs de mon modèle, est-ce que c'est vraiment un changement qui doit être reflété dans les vues ? Si c'est oui, vous faites un setChange et puis vous faites notify observer. Le coût est quand même relativement faible. D'accord pour le MVC ? Alors, je vais passer à une autre partie. Ça, c'était pour clore la partie interaction. Où est-ce que j'ai caché ça ? Et puis... je vais passer à une autre partie maintenant. Qui est les histoires de dessin. Bien sûr, on sait, maintenant on a les moyens d'assembler des objets d'interface, de les connecter aux parties fonctionnelles de l'application. Le problème, c'est que là, on a simplement des objets prédéfinis. Comment est-ce que j'écris, par exemple, une application qui fait un dessin à l'écran ? C'est aussi bête que ça. Alors là, évidemment, ça veut dire que les objets graphiques dont j'ai besoin maintenant, ce ne sont pas des objets qui ont une représentation standard, où ça a été implémenté directement par les développeurs de Swing, où on sait comment représenter les boutons et l'effet 3D. Mais eux, bien sûr, ils ont été confrontés à ce problème-là. Comment est-ce qu'on fait pour dessiner l'état du bouton quand il est appuyé ou je ne sais pas quoi. Donc ils se sont préoccupés effectivement de réaliser des dessins à l'écran. Donc vous pouvez avoir besoin de ça. Si vous écrivez une application qui cherche à, je sais pas quoi, à refaire, si vous voulez refaire Photoshop ou je sais pas quoi, il va bien falloir afficher des pixels ou je sais pas quoi à l'écran. Donc ce sont plus simplement des objets prédéfinis, mais vous voulez réaliser des dessins. Alors la question qui est un peu... vous allez voir que le mécanisme est un peu particulier, il est important d'avoir ça en tête. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que
les composants, AWT ou swing, ça n'a aucune importance, puisque je vous rappelle que de toute façon, les composants swing, ils sont conformes au modèle AWT, donc de toute façon, la question est la même pour les deux. C'est comment ou quand un composant AWT est dessiné. Alors déjà, je vous rappelle qu'il y a un truc, vous vous souvenez, au départ, je vous ai dit, attention, quand vous fabriquez l'interface, tant que vous ne faites pas set visible, il ne se passe rien. Donc déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est pas parce que vous faites un new JButton qu'il se passe quoi que ce soit du point de vue dessin, puisque new JButton, ça ne suffit pas. Pour que votre bouton soit représenté à l'écran, donc pour qu'il soit dessiné, il ne suffit pas de le construire, le JButton. Il faut aussi l'associer dans une interface, laquelle a été rendue visible via un set visible. Tant que vous ne faites pas ça, il n'y a pas de dessin. Donc déjà, hein, il ne suffit pas de créer un objet pour qu'il soit, il réalise un dessin à l'écran. Alors, quand est-ce que ces objets sont dessinés? Alors, il y a deux moments où les objets sont... Enfin, on peut avoir besoin de dessiner les objets à l'écran. Le premier, c'est évidemment le système qui décide. Quand je parle du système, c'est le système graphique. Enfin, je fais un gros package de ce... Je fais une approximation un peu grossière, mais le premier, c'est effectivement le système qui décide. Par exemple, votre application, là, les applications que j'ai écrites tout à l'heure, vous avez vu, je sais pas, je prends le actif MVC ou le passif MVC. Je ne me suis jamais préoccupé de savoir quand est-ce qu'il fallait afficher la chaîne de caractères valeur égale 0 ou quand est-ce qu'il fallait que j'affiche le plus 1 à l'écran. Notamment, mon application, là, je pouvais très bien l'iconifier, par exemple. Donc si je l'iconifie, c'est pas qu'elle marche plus, hein, c'est juste qu'elle n'a pas de représentation à l'écran. Mais je n'ai pas géré ce cas-là. Notamment, je n'ai pas géré le cas dans lequel, au contraire, l'application, je la fais réapparaître. Les affichages réapparaissent, mais nulle part, j'ai capturé le fait que l'application était iconifiée et qu'elle repasse dans un état d'affichage normal et que je devais relancer les dessins. Donc il y a le système lui-même qui sait quand est-ce que les objets doivent être dessinés. Et ça, c'est pas l'application qui contrôle, c'est l'environnement. C'est les événements en provenance de l'environnement qui contrôlent quand est-ce que les objets de cette application doivent être affichés ou pas. Vous masquez une partie de l'application, les objets ont disparu de l'écran, et donc il n'y a plus besoin de les afficher. Ben, ce n'est pas l'application qui a décidé, c'est une autre qui est venue par-dessus, donc c'est le système graphique qui gère ça. Donc c'est lui qui peut avoir besoin, c'est le système qui décide quand est-ce qu'il a besoin d'un dessin. Ce n'est pas le bouton qui décide quand est-ce qu'il se dessine, c'est le système qui sait, ah, là je crois qu'il y a un bouton, ou je sais qu'il y a un bouton, et j'ai besoin de le faire apparaître à l'écran. Donc c'est le système qui va interroger l'objet, et qui va lui dire, là, j'ai besoin que tu te dessines. Donc, ce n'est pas l'objet lui-même, hein, l'objet graphique lui-même qui décide de se dessiner. Il est passif, d'une certaine manière. Il attend qu'on lui demande. Et on lui demande, de temps en temps, le système lui dit, tiens, là, j'ai besoin de savoir à quoi tu ressembles. Et le bouton, il dit, tiens, voilà à quoi je ressemble maintenant, à cet instant-là. D'accord? Donc, la plupart du temps, hein, c'est le système qui décide du moment auquel les objets doivent être dessinés. D'accord? Alors bien sûr, ça ne suffit pas, comme je vous l'ai dit, parce que votre application elle-même, elle peut avoir besoin de forcer le dessin d'un composant. Hein. Donc vous avez aussi, besoin de déclencher, d'une certaine manière, le dessin, de déclencher le dessin ou le... Alors, comment est-ce que c'est dessiné? Bah, si vous avez observé, vous avez regardé un petit peu la documentation, pour les composants, vous avez observé qu'il y a une méthode paint et une méthode update. Alors là, c'est pour les AWT. En swing, en fait, vous avez plusieurs méthodes paint, et puis en swing, on vous explique que vous n'avez plus besoin de update. Bon, c'est pas très grave, mais... Et qu'est-ce que c'est que cette méthode paint? Bah, cette méthode paint, en fait, si vous regardez, si vous cherchez sur Internet comment faire un dessin en Java, comment dessiner quelque chose en Java, on vous explique qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est d'appeler la méthode paint. Alors le problème de la méthode paint, vous voyez, c'est qu'elle prend un paramètre qui est un objet graphique.
Et votre problème après, c'est « Ah, c'est bien gentil, j'ai compris, ok, il faut que j'appelle la méthode paint. Le problème, c'est que la méthode paint reçoit un graphics. Comment est-ce que j'obtiens un graphics ?» Et là, si on vous a pas donné, si on vous a pas expliqué ce que j'ai dit avant, vous cherchez à construire des objets graphiques, sauf que vous n'arrivez jamais à les construire. C'est très difficile de construire soi-même un objet graphique. C'est pas impossible, mais je vous déconseille d'essayer. C'est peine perdue. À quoi correspond cet objet graphique? Ben, c'est parce que la méthode paint n'est jamais appelée explicitement. Vous ne pouvez pas l'appeler explicitement. Si vous voulez qu'on vous redessine, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est le système qui décide. Il faut toujours penser comme ça. C'est l'extérieur, la plupart du temps, qui décide quand est-ce que vous devez être dessiné. Et c'est l'extérieur qui appelle la méthode paint. Et mieux que ça, quand elle appelle la méthode paint, l'extérieur ou le système graphique vous transmet un objet graphics qui est l'objet sur lequel vous allez faire votre dessin. Comment est-ce que vous savez où est-ce qu'il faut dessiner votre objet? Le bouton, on lui demande de se dessiner. Comment est-ce qu'il peut décider de se dessiner sur tel écran ou tel autre écran? Vous pouvez transporter la fenêtre d'un écran à l'autre. Vous pouvez avoir plusieurs écrans. Donc déjà, ce n'est pas la même façon de dessiner sur un écran sur un autre. Vous pouvez avoir un écran qui a des capacités graphiques meilleures que l'autre. Mais il y a pire que ça. Vous pouvez très bien demander à imprimer la fenêtre de l'application. Et donc, en fait, le graphique, ça correspond simplement à faire une impression, je ne sais pas quoi, en PDF ou en PostScript, enfin sur une imprimante ou sur une... peu importe. Donc, la destination du dessin, ce n'est pas l'application qui contrôle. On veut aussi s'affranchir de ça. L'application n'a pas à se préoccuper de savoir, d'avoir les caractéristiques réelles de l'affichage, etc. D'accord? Donc, la méthode Paint, elle existe. C'est bien la méthode et la seule méthode qui vous permet d'obtenir un dessin, de réaliser un dessin proprement, mais vous ne l'appelez jamais directement. Bon, pour Update, la différence en AWT entre Paint et Update, c'est que Paint, c'est appelé par le trait principal, et puis Update, ça c'est appelé quand vous demandez vous-même le déclenchement. Alors, comment est-ce qu'on obtient un dessin? Vous voulez effectivement que votre application, donc votre application, vous avez, je ne sais pas, imaginez que vous êtes en train d'écrire une application qui réceptionne un flux vidéo depuis Internet et l'affiche à l'écran. Donc là, effectivement, votre composant, il n'est pas juste passif, il a un dessin une bonne fois fixé pour toutes, mais c'est à intervalles réguliers, vous voulez que ce composant, il modifie son apparence. Donc vous voulez à intervalles réguliers que la méthode Paint soit appelée, mais vous ne pouvez pas l'appeler vous-même, vous n'avez pas le graphics. Alors, il y a des gens qui vous donnent des astuces diverses et variées, je vous déconseille d'essayer de récupérer des graphics autrement que par la méthode que je vais vous donner. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez vous dessiner, vous n'appelez pas la méthode Paint, vous allez simplement enregistrer un événement en appelant simplement la méthode repaint sur le composant. Vous voulez que le composant soit redessiné. Alors si vous voulez que le composant soit redessiné, vous en faites la demande, vous prenez votre composant et vous appelez la méthode repaint. Faites attention, quand je fais repaint, donc cette fois, vous voyez bien qu'il n'y a pas de paramètres. Si je fais repaint sur un composant, ça veut dire que j'enregistre le fait, j'enregistre auprès du système graphique, le fait que je souhaite que son composant soit redessiné. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être redessiné tout de suite. Ça veut juste dire qu'il sera redessiné dans le futur. Quand? J'en sais rien. C'est le système qui décide. C'est pas parce que je demande au composant, c'est pas parce que l'application souhaite que le composant soit redessiné qu'il est utile de le dessiner. Si le composant est masqué à la vue, à quoi ça sert que le système se fatigue à le redessiner effectivement à l'écran, puisque de toute façon, il n'est pas à l'écran. Il est masqué, par exemple. Il est masqué parce qu'il est iconifié, ou il est masqué parce qu'il y a une autre fenêtre devant. Ça ne sert à rien de redessiner le composant, même si l'application le veut. À quoi ça sert? Donc, vous en faites la demande, et le système décide de faire quelque chose avec cette demande, et en général, il se passe un temps, plus ou moins long, entre le moment où vous en faites la demande, du fait que vous souhaitez que le composant soit redessiné, et le fait qu'il est redessiné. Et quand le système décide qu'il est effectivement temps de le redessiner, lui, le système, il sait où est-ce que ce composant sera dessiné. Et donc, il va vous transmettre un objet graphique, et on verra ce qu'on peut faire avec les objets graphiques, avec lesquels vous allez dessiner. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un asynchronisme. C'est pas parce que vous faites repaint que c'est dessiné tout de suite. Donc, parfois, vous faites repaint, et vous dites, mais je comprends pas, je fais repaint, ça marche pas. Bah oui, parce que les conditions ne sont pas réunies
pour que le système puisse effectivement demander l'affichage de votre composant. Alors, dans le temps, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Hein. Vous faites un composant repaint, vous avez de composants, vous faites le repaint ici. Hein, vous avez la flèche du temps ici. Ça fait quoi? Bah, vous avez quelque part, dans votre système graphique, une liste des choses à faire. Bon, bah, c'est enregistré dans cette liste. Hein, on ajoute un élément de plus dans la liste des choses à faire. Et plus tard, donc qui fait ça? Bah, c'est le trait graphique. Hein, plus tard, comme on a enregistré cette demande, et bien plus tard dans le temps, on appellera paint sur le composant avec l'objet graphique, ce qui va bien. Alors il y a même un autre effet hein, qui peut se produire, c'est, méfiez-vous, c'est qu'il y a une gestion intelligente des repaints. Vous allez dire intelligente, elle va peut-être vous décevoir, mais une question assez naturelle qui peut se poser, c'est qu'il y a un délai entre le repaint et le paint. Ok, j'ai compris ça. Le problème, c'est si je fais beaucoup de repaint, il est probable que je fasse plusieurs repaints entre le moment et que plusieurs repaints interviennent entre le premier et le paint qui correspond au premier. Alors, le système, il fait une gestion intelligente, c'est-à-dire qu'il dit, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas parce que je fais plusieurs repaints que j'aurai autant de paint. Hein? Donc, si vous avez fait une demande, que celle-ci prend du temps, bah, les autres, elles sont simplement ignorées d'une certaine manière. Pour ceux qui font du système, ça ne devrait pas vous surprendre, c'est comme les signaux. Hein. Vous envoyez des rafales de signaux, tant que le signal n'est pas délivré, on s'en fiche, c'est comme s'il n'y en avait qu'un seul. Hein. Donc ça ne sert à rien non plus de faire d'accélérer frénétiquement votre demande de repaint si vous trouvez que ça ne se rafraîchit pas assez. Si ça ne se rafraîchit pas assez vite, parce qu'il y a des contraintes qui font que le délai ici ne peut pas être assuré de façon plus courte. Alors pour Swing, ce qui est un peu différent, c'est que pour Swing, on a un peu modifié les choses. Pour Swing, le dessin des composants se fait en plusieurs morceaux. On a découpé le paint. Il y a des raisons techniques un peu compliquées, mais d'abord, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que les composants Swing sont des containers. Ce qui n'était pas le cas pour AWT. Donc si c'est des containers, ça veut dire qu'ils peuvent contenir eux-mêmes d'autres composants. Et donc on a besoin de séparer en trois le dessin d'un composant. Il faut le prendre au sens large de Swing. Et donc il y a le dessin du composant lui-même. Ça, c'est la méthode PaintComponent. Il y a son bord. Parce que si c'est un container, en général, de façon générale, les containers peuvent avoir une représentation du bord du container lui-même. Hein. Vous avez un container, c'est une espèce de panneau généralisé. Ces panneaux, ils peuvent avoir une représentation à l'écran, un bord qui les représente, pour qu'on les voit visuellement. Donc vous avez une méthode PaintBorder, qu'on redéfinit rarement, mais vous pouvez vous amuser à le faire si vous souhaitez. On verra plus tard des exemples de ça. Et puis, puisque les composants Swing sont aussi des containers, c'est qu'ils peuvent contenir des composants en leur sein, dans leur propre espace, eh bien vous avez aussi une méthode PaintChildren, qui fait quoi? Qui est simplement appelle en cascade le dessin des composants qui sont contenus. Si vous voulez redessiner un container, ça suppose qu'il faut aussi redessiner les composants qui sont contenus dedans. On le redéfinit aussi rarement, il n'y a pas de raison de faire ces choses-là, mais peut-être on verra des exemples plus tard. Donc en général, en Swing, si vous voulez modifier l'apparence d'un composant, c'est la méthode PaintComponent qu'il faut regarder. Et en Swing, on n'utilise plus Update. Donc Update, ça ne sert à rien, elle existe toujours, puisque pour des raisons d'héritage, rappelez-vous que Swing est construit par-dessus de AWT, vous avez toujours la méthode Update, ça ne sert à rien de la changer, elle n'est plus utilisée dans le modèle de Swing. Est-ce que j'ai PaintComponent? Est-ce que j'ai un exemple de PaintComponent? Bon, on verra plus tard, mais on va regarder un autre truc. Avant, ça permettra d'illustrer tout ça. À moins que j'ai l'exemple déjà. Non, c'est pas grave. Bon.
Donc le truc maintenant, ça c'est le mécanisme asynchrone de dessin. Vous faites la demande, j'aimerais bien être dessiné, et puis dans le futur, les conditions sont réunies pour qu'on considère que ça vaut le coup de modifier votre apparence, eh bien, le système vous rappelle via, si vous êtes en AWT, Paint Graphics ou Update Graphics, mais si vous êtes en Swing, avec Paint Component, et c'est celle-là qui vous intéresse. Alors pourquoi est-ce que je continue à mentionner AWT? Puisque j'ai dit normalement on programme qu'en Swing. Parce que si vous voulez programmer vos propres composants qui font des choses, disons, non standards, il y a deux façons de faire. Hein. Soit vous prenez un composant AWT qui est fait pour ça, qui s'appelait le canvas. Et puis en général, c'est un composant qui fait rien, canvas. C'est un composant AWT. Et puis vous modifiez sa méthode Paint. Ou alors vous prenez n'importe quel composant Swing. Donc en général, on prend, je sais pas quoi, un JPanel ou un JComponent. Et puis on surcharge sa méthode Paint Component. Je n'ai pas de préférence particulière, choisissez ce que vous voulez. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'objet graphique? Comment est-ce que je dessine? J'ai compris quand est-ce que j'allais être dessiné, que ce n'est pas moi le composant qui décide, c'est même pas moi l'application qui décide. L'application souhaite qu'à un certain moment, un composant soit redessiné. Et puis, plus tard, ce composant, on le rappelle, hein, par un mécanisme de callback, on le rappelle, et on lui transmet un objet graphique. Mais comment est-ce que je fais le dessin maintenant? Alors le dessin, en fait, tout se produit via cet objet graphique, justement. Et cet objet graphique, qu'est-ce qu'il représente? Donc c'est ce qu'on appelle un contexte graphique, et on a ça dans toutes les couches, à peu près toutes les couches graphiques que vous pourrez découvrir plus tard. Ça représente à la fois, alors ce que j'ai ici appelé la feuille, en fait, la destination. Où est-ce que le dessin va être fait? Est-ce que c'est sur l'écran? Est-ce que c'est sur une imprimante? Etc. Hein? Après tout, vous demandez à dessiner un bouton. Pourquoi ne pas le dessiner sur une feuille de papier via une imprimante? Hein, c'est tout à fait possible. Donc, il y a la destination. Le graphics, il permet justement de vous abstraire de la destination effective de l'affichage. Vous dites, moi, je veux afficher un rectangle bleu. Où est-ce qu'il s'affiche? C'est pas votre préoccupation. Donc l'objet graphics, il encapsule ça, la destination, ce que j'ai appelé la feuille sur laquelle vous allez faire le dessin. Alors, plus spécifiquement, en général, il ne vous transmet pas la feuille en entière, mais juste une portion de la feuille, bien sûr. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez aussi le crayon qui va être employé. Okay, c'est bien beau de dire que vous voulez tracer une droite, donc vous avez des formes. L'objet graphique, ça va vous permettre de dire je souhaite tracer une droite entre ces deux points, je souhaite colorier un rectangle, je souhaite dessiner un cercle, comme on va voir, ou des choses comme ça. Bon, évidemment, vous avez la forme, mais vous avez aussi le crayon. Donc, est-ce que c'est fait avec un gros trait, un point très pointillé, la couleur? Donc, vous avez une espèce de crayon magique, plein de couleurs, là. Vous pouvez choisir la couleur, l'épaisseur du crayon, etc. Voilà. Donc, c'est ça que représente l'objet graphique. Si vous voulez dessiner quelque chose, il n'y a pas le choix, il faut utiliser un objet graphique. Et une des méthodes des objets graphiques. Alors, attention, j'insiste bien, faites attention. Comment est-ce qu'on obtient un objet graphique? Normalement, ils sont toujours obtenus indirectement. Vous n'arrivez pas à en créer vous-même. Bien sûr, vous pouvez, si vous êtes un programmeur très avancé, créer votre propre contexte graphique et voilà. Et ça, c'est difficile. Mais généralement, vous les obtenez toujours de façon indirecte. La méthode Paint est appelée, vous avez un objet graphique, voilà, vous l'utilisez. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire, c'est bien sûr si vous avez un objet graphique, vous pouvez les cloner. Je vous déconseille de le faire, mais c'est possible. Et puis, vous pouvez aussi récupérer un contexte graphique associé à un composant. C'est possible aussi, on vous donne des exemples comme ça, je vous déconseille de faire ça aussi. La seule façon propre et qui ne vous apportera aucun ennui, c'est d'attendre que Paint soit appelé, on vous transmet un objet graphique, utilisez-le, et puis oubliez-le. Ce n'est pas la peine d'essayer de le cloner ou faire quoi que ce soit, vous n'obtiendrez jamais les effets souhaités. Méfiez-vous, entre deux appels à Paint, même si c'est le même écran, la même fenêtre, vous n'avez pas touché la fenêtre, etc., l'objet graphique n'est même pas nécessairement le même. Donc méfiez-vous. Il faut éviter d'utiliser... Bon, alors on va regarder un custom painting exemple, puisqu'il y a un exemple. Ça devrait donner
quelque chose. Custom painting. Qu'est-ce que ça fait ça? Je ne vais pas faire grand chose de très intéressant, hein, mais c'est le minimum, je pense, pour démarrer. On va regarder. Je ne sais pas trop. Est-ce que ça fait des choses intéressantes? Visiblement non. Ah si. Voilà. Il y a un trait rouge qui se dessine. Ok. Simplement, dans cet exemple-là, je pense que c'est justement le contre-exemple à pas utiliser. Il est possible d'obtenir un dessin comme ça, mais l'ennui, je pense, je sais plus, non, ça va encore. Si je l'iconifie, est-ce que j'ai le bon truc? On va regarder. Ouais, j'ai perdu des choses. Alors, comment est-ce que c'est obtenu ici? Je vais déplier le code pour savoir exactement si j'ai fait quelque chose de raisonnable ou pas. Mais vous avez peut-être observé qu'il y avait des effets un peu bizarres. Donc il est peut-être... Ah oui, oui. Alors pourquoi... Ouais, ok. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de pas raisonnable, justement. Et c'est ce qui a donné, vous l'avez peut-être pas vu au passage, peut-être je vais essayer de refaire la manip. Je vais l'exécuter. Vous avez ce composant. Et je souhaitais... Donc le composant, en fait, il est ici, hein, c'est un JLabel, et j'ai voulu modifier son comportement. Je pense que c'est un JLabel, on va regarder. Mais c'est le composant qui est ici, là. Et j'ai simplement voulu dessiner un trait rouge qui représente la diagonale du composant, d'accord? Alors je l'ai fait sans faire l'histoire de repaint. J'ai utilisé un truc qu'il ne faut pas, et vous voyez que l'effet, effectivement, il est pas exactement celui que je souhaite, parce que vous voyez qu'il y a une espèce de délai entre le moment où je retaille le composant et le moment où je vois effectivement la diagonale s'afficher, d'accord? J'ai le même effet. Alors, j'ai pas cet effet-là qui se produit quand je cache une partie de la fenêtre. Je vous dirai pourquoi plus tard. Mais par contre, j'ai cet effet-là qui se reproduit quand j'ai iconifié mon application. Je la fais réapparaître. Vous voyez qu'il se passe un truc bizarre. J'ai vu apparaître la diagonale, mais en fait, elle a disparu, puis après, elle est réapparue. Alors, pourquoi est-ce que ça fait ça? Ben, ça, c'est justement le contre-exemple. Le malheur, c'est que vous allez trouver sur Internet, si vous cherchez comment dessiner, on va vous donner cette astuce-là. On va vous dire c'est très facile. Pour dessiner, tu prends ton composant, tu récupères le graphics qui est dedans, et puis tu dessines dans le graphics. Ouais, sauf que si vous faites ça, vous avez tous les effets que j'ai décrits ici, c'est-à-dire que de temps en temps, la diagonale n'est pas là, et donc vous êtes obligé d'utiliser des astuces bizarroïdes pour obtenir l'effet voulu. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? Bah, c'est très simple, hein. J'ai pris mon JLabel, donc vous voyez que c'est mon JLabel qui fait coucou, hein, enfin qui affichait coucou, qui était placé au centre d'un border layout, donc très bien. C'est lui qui était retaillé systématiquement quand je retaillais la fenêtre. Et puis par ailleurs, qu'est-ce que j'ai? Bah, simplement, j'ai un thread qui de temps en temps fait quoi? Bah, il récupère le graphics du label, elle c'est mon JLabel, donc j'ai le droit de faire getGraphics, et je vous préviens, si vous faites ça, vous avez les ennuis indiqués. C'est-à-dire que vous allez faire des dessins, mais ces dessins, ils peuvent être oubliés. C'est ça le truc. Donc de temps en temps, je récupère mon getGraphics, et puis qu'est-ce que j'ai fait avec le getGraphics? Bon, bah peu importe, mais j'ai dessiné une ligne rouge d'épaisseur 5 et qui va du point en haut à gauche au point en bas à droite. Hein, on verra plus tard quelles sont ces méthodes et ce qu'on peut faire exactement avec ça. Mais vous voyez que je suis obligé de faire ça dans un thread qui fait ça systématiquement à intervalles réguliers. Parce que sinon, il faudrait que je capture, tiens, est-ce que l'objet a été retaillé, je fasse le truc. Tout ça parce que je m'y prends mal. Ce que je suis en train de faire, c'est de récupérer le getGraphics et je suis même pas sûr que ça marche à tous les coups. Méfiez-vous, c'est pas parce que vous avez une méthode getGraphics pour un composant qu'un graphics est disponible pour le composant. Si le composant n'est pas visible, n'a pas de représentation à l'écran, le système n'est pas
ne vous fournira peut-être pas de graphics. Donc c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Hein. Bien sûr, hein, je n'ai pas poussé l'exemple jusqu'au bout, mais on vous donnera toutes les astuces, entre guillemets, soi-disant pour vous en sortir, mais ça ne fait qu'empirer. Hein. Vous avez un code qui sera de... Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Bah, c'est l'exemple suivant. C'est-à-dire que le mieux, c'est effectivement de sous-classer un composant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous prenez un canevas, un composant AWT, vous en faites une sous-classe, extend jcanvas, et puis vous allez redéfinir sa méthode paint. Ou alors vous prenez un jpanel, un jlabel, un jcomponent, ce que vous voulez, et vous allez redéfinir sa méthode paint component. Donc comme je vous l'ai dit, en AWT, en général, on prend un canevas. Et puis, si vous êtes en swing, on a plutôt tendance à prendre, selon les goûts, le jcomponent ou le jpanel. Alors, il y en a qui préfèrent, c'est objet d'un grand débat, est-ce que je dois choisir un jcomponent ou un jpanel? Vous pouvez même prendre un jbutton, en fait, si vous voulez, ça n'a aucune importance. Le seul truc, c'est il vaut mieux prendre un objet qui ne fait pas grand-chose. Donc un jbutton, le problème, c'est que si vous prenez un objet de type jbutton, bien sûr, vous allez pouvoir cliquer dedans, et donc il y a déjà des fonctionnalités prévues, il va falloir les enlever, donc c'est pas très agréable. Donc autant prendre des objets qui ne font pas grand-chose. Alors un jcomponent, c'est le plus nu possible. Le problème, c'est qu'il est pas opaque. Et donc si vous prenez un jpanel, vous avez toujours les mêmes débats sur Internet. Ah mais non, je comprends pas, j'ai mon jpanel. Bref, il y a des choses qui n'apparaissent pas ou mal. Peu importe, c'est une histoire d'opacité. Donc vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Et de toute façon, ça fonctionne à peu près de la même manière. Alors, regardons. Là, j'ai dû choisir un... J'ai dit un custom jpanel, c'est ça? Voilà. C'est pas un objet très intéressant, mais... Vous voyez que la réaction... Donc c'est un objet que j'ai défini moi-même, c'est une zone de dessin. De telle sorte que cet objet-là, je sais pas quoi, il y a un fondu de rouge, bon, peu importe. On voit un petit peu moins sur le vidéoprojecteur parce qu'il n'a pas le bon contraste. Mais vous voyez, on a des dégradés comme ça de rectangles rouges. Hein. Et surtout, vous voyez bien que la réaction de ce composant, hein, c'est que il réagit aussi vite que je réagis enfin que je retaille la fenêtre. Donc comment est-ce que j'ai fait ici? Bah, bien sûr, ce que j'ai fait, c'est ce qui est recommandé. C'est-à-dire, j'ai fait une sous-classe de jpanel, je me suis inventé mon nouveau jpanel à moi, dans lequel j'ai redéfini la méthode paint component, et qui fait quoi? Bah, qui dessine ces rectangles-là, et j'ai cherché pendant plusieurs heures comment dessiner des rectangles rouges les uns dans les autres. C'est tout. Donc si je regarde le code, je me suis redéfini une sous-classe de jpanel. Hein, rien de bien mystérieux. Alors, j'ai dit que on va expérimenter ça, on verra pourquoi est-ce que j'ai mis ça. C'est rigolo. Mais vous voyez simplement, hein, l'essentiel que j'ai du code, c'est dans la méthode paintComponent. Dans la méthode paintComponent, je prends mon graphique, et puis je fais des tas de choses. Bah, je dessine mes rectangles dans des niveaux de rouge qui vont je suis parti du plus clair et puis je vais jusqu'au plus sombre. Voilà, j'ai manipulé différentes choses, donc on verra plus tard ces différentes méthodes, mais rien de bien mystérieux. Hein, j'ai dessiné un gros carré rouge et puis un plus petit, un peu moins rouge, jusqu'à descendre jusqu'au noir à l'intérieur. Bon, peu importe. Et puis, je l'ai manipulé comme un autre composant. Hein. Là, j'ai pas fait d'astuces diverses et variées. J'ai fabriqué mon composant ici, je l'ai instancié, je l'ai ajouté dans une interface, et puis il se comporte effectivement comme un composant. Quand je retaille mon interface, on verra plus tard comment ça fonctionne exactement, mais il y a un moment, ce composant doit être retaillé. Quand je le retaille, par défaut, le système il se dit « Ah, mais ok, si ce composant a été retaillé, c'est probablement qu'il faut le redessiner, c'est normal, il a changé de taille. »
Donc au minimum, on va lui demander si son nouveau dessin. Et donc, le système appelle la méthode paintComponent. Donc c'est pour ça, je crois que j'y avais mis des affichages. Et donc on voit qu'à chaque fois que je retaille, hein, il y a une méthode paint qui est appelée. Alors, hein, vous voyez qu'il y a de nombreuses méthodes paint appelées. Donc je vais le faire juste apparaître, elle est là, mon application. Et vous voyez que hein, il y a un nombre d'appels à paint qui est relativement important. L'autre chose que je tiens, qui est illustrée ici dans les affichages qui sont ici, c'est que vous voyez le numéro qui est ici, c'est juste, j'ai fait apparaître le numéro de série du graphics. À chaque paint, je vous ai prévenu, hein, il vous envoie un nouveau graphics. Donc ça ne sert à rien d'essayer de retenir votre graphics en disant bah, comme ça je vais pouvoir l'utiliser tranquillement dans un coin. Normalement, sa durée de vie, c'est juste l'appel à paint. Après, vous n'avez aucune garantie qu'il continue d'être, enfin, que vous puissiez l'utiliser. Donc ça, c'était juste pour illustrer qu'à chaque paint, vous avez, à chaque appel à paint component, vous avez un nouveau contexte graphique. Alors, l'autre chose qui était importante dans le code, je vais passer dessus parce que là, c'était pas directement le sujet pour le mécanisme, pour expliquer le mécanisme de dessin, mais c'est cet appel à set preferred size dans le constructeur. J'aurais pu le faire ailleurs que dans le constructeur, mais il valait mieux. La question c'est comment est-ce que, rappelez-vous à mon interface, comment est-ce qu'elle est obtenue. Donc là je reviens presque quelques semaines en arrière, presque tout au début, je fabrique mon interface, j'ai quoi? Il doit y avoir un J, je vais y arriver, un JFrame, j'ai deux JLabels, j'ai mon composant, j'ai placé le premier JLabel au nord, le deuxième au sud, mon composant je l'ai placé au centre, et puis j'ai fait pack. Bon, puis après c'est le visible. Pack, j'ai dit, oh, bah ça va me permettre d'obtenir une taille raisonnable pour l'affichage des divers composants de mon application. Mais comment mes composants, enfin, ou disons comment Swing sait quelle est la taille raisonnable. Vous voyez que là, quand j'ai lancé mon application, vous avez vu que ça apparaissait, il y avait le label ici, le label là, et puis au milieu, j'avais un rectangle, enfin, je voyais mon composant raisonnablement, enfin, okay, avec une taille assez raisonnable. Bah, si je l'enlève ça, bah, justement, mon composant, il ne sait pas répondre, donc il répond quelque chose de déraisonnable. Donc si je fais ça, hein, c'est la même application, j'ai fait pack, et comment ça fonctionne pack, ben, on peut l'imaginer. Hein. J'ai fait pack sur la JFrame, alors le système Swing, il déplie tout ce qu'il y a, il regarde la JFrame, c'est un container, il va regarder quels sont tous les composants qui sont dedans, il va interroger chaque composant, tiens toi, t'aimerais bien avoir quel espace pour t'afficher. Alors le JLabel qui affiche ici dit ouais moi j'aime bien, je voudrais avoir 20 pixels sur 30. Ensuite il interroge là et puis il lui dit toi tu veux combien, alors il dit oh moi je veux 20 sur 20. Puis après il interroge mon composant. Mais mon composant moi j'ai rien dit. Il interroge mon composant, bof, alors le composant je sais pas trop ce qu'il a répondu, il a probablement répondu 0 0. Donc il a dit bon bah ok, 0 0 c'est pas raisonnable, donc je vais te donner bah, le machin qui est là. Donc il lui a donné un espace que je ne considère pas comme raisonnable moi, puisque moi quand j'ai conçu mon composant, j'aurais bien voulu que ce soit un joli rectangle, ou un joli carré, ou je ne sais pas quoi. Donc comment est-ce que j'ai obtenu ça? Ben justement, j'ai défini sa taille préférée. Vous voyez que l'appel à la méthode setPreferredSize, c'est une méthode qui permet d'indiquer que ce composant, si jamais quelqu'un est intéressé pour savoir quelle est la taille souhaitable pour ce composant, ben ce composant il répondra 200, 200. Il dit moi, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir une zone qui fasse 200 par 200. Encore une fois, c'est j'aimerais bien. Hein. Bien sûr, quand je retaille, il a peut-être plus, il a peut-être moins. On n'est pas toujours servi de ce qu'on souhaite, hein. Notamment si je mets, je sais pas quoi, 2000 par 2000, je les aurais sans doute pas. Hein, mais peu importe, j'ai demandé. C'est exactement comme Repaint et Paint. Hein. Je demande à être redessiné, je ne suis pas redessiné tout de suite. Je demande 2000 par 2000, on me donne...
J'aimerais bien avoir 2000 par 2000, bah, j'ai ce qu'on me donne. Bon, là, on m'a pas donné 2000 par 2000. Hein. Alors, il y avait une autre chose dans le... Oui, l'autre chose que je voulais vous montrer... Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un... Oui, j'ai mis un J-panel. Mon composant est un J-panel. Donc, juste pour vous montrer que ça continue à être un J-panel. Alors, je ne l'ai pas fait ici, mais on va faire l'expérience. Je peux très bien ajouter... Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais créer un J-label. Ah, ça va être délicat, un J-label. Je vais créer un J-button. Je vais créer un J-button. Voilà. Et puis, je vais y arriver. Et puis, je vais prendre mon J-panel. Donc, en fait, mon composant, c'est bien... Pardon, il s'appelait M. Ben, je vais lui rajouter simplement B. Ça devrait marcher. Donc, ça reste un J-panel. Hein. Donc, c'est un container. Simplement, ce que j'ai changé, hein, c'est son apparence, son propre dessin. Mais il peut contenir d'autres objets. Bien sûr, ces objets-là auront leur propre dessin eux-mêmes. Donc, si je regarde ça... Ça devrait marcher. Vous voyez que... Hein, tout ce qui est dessiné ici, ça a été fait par Paint Component. Ensuite, on a probablement appelé Paint Border. Alors, il n'y a pas de bord sur les J-panels, parce que j'en ai pas mis. Mais on peut paramétrer les J-panels pour qu'ils aient un bord. Mais par contre, il a un contenu. Il a un bouton. Bah, il a affiché son bouton. Donc, le dessin du J-component, du J-panel ici, hein, il a pu être modifié aussi par le fait que, comme il peut contenir aussi d'autres composants, bien sûr, ce dessin, il n'est pas complet. Hein. Par-dessus, on a dessiné « Bonjour ». D'accord? Donc, je peux décorer mes J-panels, je peux mettre des fonds. Hein. Voilà. Ok. Il faudrait peut-être que j'arrête tous ces trucs-là qui tournent. Hop. Donc ça, c'est la bonne méthode. Hein. Vous surchargez la méthode Paint ou Paint Component. Et puis, alors, effectivement, faites attention, ne conservez pas l'objet graphics. Et puis, évidemment, à chaque fois que vous avez un objet, à chaque fois qu'on appelle Paint, donc il faut penser que l'objet graphique qui vous est transmis est un objet graphique neuf. La question qui se pose, c'est bien sûr, enfin, le problème qui se pose, c'est que si vous voulez obtenir des caractéristiques particulières pour votre dessin, pourquoi affichage rouge, épaisseur 5, je sais pas quoi, à chaque fois, il faudra le repositionner. Hein. Le contexte graphique que vous recevez à chaque fois, hein, il est positionné avec des valeurs par défaut. En général, c'est dessin noir, épaisseur 1 de trait, ligne continue, enfin, des valeurs très ordinaires. D'accord? Alors, l'autre chose qu'il faut savoir sur les graphics, alors là, c'est pour des raisons de compatibilité, on est obligé de faire comme ça, mais désormais, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire de façon complètement sûre. Désormais, depuis un bon bout de temps maintenant, en fait, les objets graphiques que vous recevez sont des graphics 2D. Les graphics originaux de AWT sont un peu pauvres. Donc, avec le temps, on a voulu les enrichir, et bien sûr, pour des raisons de compatibilité, on continue évidemment à conserver le type d'origine dans le paramètre reçu par les méthodes Paint ou Paint Component, mais en réalité, l'objet qui vous est transmis est toujours un objet graphics 2D. Donc, comme en général, vous avez plus de fonctionnalités dans les graphics 2D que dans les graphics, bien sûr, pour les atteindre, vous êtes obligé de faire le petit cast qui est ici. Donc, il est très fréquent, hein, dans les méthodes Paint, de voir un truc comme ça immédiatement. On prend l'objet graphics G et on le caste en graphics 2D. Parce qu'on a besoin, justement, d'un certain nombre de méthodes qui sont dans graphics 2D, mais qui ne sont pas dans graphics. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les dessins? Peut-être, ce qui est important, c'est le système de coordonnées. Alors, c'est le système de coordonnées habituel pour les informaticiens, mais pas pour les matheux, bien sûr.
Le 0, 0 est en haut à gauche, l'axe des Y qui descend, et puis l'axe des X, il va vers la droite. D'accord? Rien de bien mystérieux pour les informaticiens. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Faites attention quand vous faites vos dessins. Vous avez peut-être vu dans le code que j'ai indiqué tout à l'heure. Mais à chaque fois que je veux faire un dessin, j'ai pris en compte la taille du composant. Oui, mon composant, il peut être retaillé. Je retaille mes fenêtres, ça modifie les composants, ça les retaille, ça les déplace. À chaque fois qu'on appelle la méthode paint sur un composant, bien sûr, si ce composant il a besoin de s'étendre sur tout son espace, il faut qu'il récupère sa propre taille. Et donc en général, dans la méthode paint, quelque part on fait un appel à getSize pour savoir quelle est la taille du composant actuel et puis adapter le dessin en conséquence. Et puis getSize, vous récupérez un objet dimension, vous pouvez regarder ce type-là, mais vous avez des méthodes getHeight, getWidth, ou sinon vous avez directement accès aux champs, aux attributs qui vont bien. Voilà, rien de bien mystérieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec des graphics? Donc vous avez vu qu'il y a quelques méthodes que j'ai utilisées, setColor, setStroke, et puis qu'est-ce que j'ai utilisé? Drawline tout à l'heure pour faire la diagonale. J'ai fait un setColor, Color Red, j'ai fait un setStroke Basic Stroke 5, New Basic Stroke 5, et puis le Drawline, j'ai pris coordonnées en haut à gauche, en bas à droite. Ça c'est assez naturel. Quelles sont les opérations qu'on peut faire? Alors elles sont résumées ici. Vous avez bien sûr des tas d'opérations draw, donc étoile pour représenter qu'évidemment il y a plusieurs types de draw. Drawline, draw rect pour les rectangles, draw ovale, donc on devine à peu près ce que ça fait. Ça va simplement dessiner des lignes, des cercles ou le rectangle, mais pas plein. Vous avez la même variante, les mêmes variantes avec fil. C'est-à-dire vous avez fil ovale, fil rect, et ça remplit. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Ça remplit éventuellement d'une couleur. Vous allez dessiner un polygone, régulier ou pas, peu importe, ou quelque chose comme ça, une forme, et puis cette forme va être remplie d'une couleur. Ce qui n'est pas le cas pour Draw. Draw ne remplit pas d'une couleur. Quand vous faites Draw, le dessin lui-même, le trait, va être contrôlé via le stroke. Tout à l'heure, comment j'ai obtenu un dessin de largeur 5, ce qui est une opération assez compliquée. Si vous voulez la faire vous-même à partir d'un dessin d'épaisseur 1, c'est pas aussi facile. Songez aux lignes qui sont penchées 45 degrés ou je sais pas quoi, d'un angle. Il ne faut pas dessiner 5 fois la ligne, sinon vous allez avoir des traits penchés qui sont plus épais que les traits horizontaux ou verticaux. Donc le dessin lui-même, il est contrôlé par le stroke. Pour fil, c'est pareil, vous allez pouvoir contrôler les fonctions de remplissage via fil. Ensuite, il y a d'autres opérations qui sont déjà un peu plus rares. Par exemple, vous avez le set composite. Alors là, vous allez... les dessins que vous voulez réaliser, en fait, c'est souvent des séries d'opérations élémentaires. Vous allez dessiner un rectangle, par-dessus lequel il y a un ovale, par-dessus lequel il y a, je sais pas quoi, un polygone plein, par-dessus lequel il y a une ligne, etc. La question que vous êtes en droit de vous poser, c'est est-ce que je peux composer ces différents dessins? Est-ce que quand j'affiche un dessin par-dessus un autre, est-ce que ça efface celui qui est dessus, ça remplace? Est-ce qu'on mélange les dessins entre eux? Ce genre d'opération, bien sûr. Alors, c'est cette composite qui vous permet de faire ça. Vous pouvez définir des compositions entre dessins. On reviendra aussi là-dessus un peu après. Vous avez aussi des opérations de cisaillement pour ceux qui... Ça, c'est déjà plus rare, mais pourquoi pas. Vous allez pouvoir pencher vos dessins. Il y a aussi des opérations dites de clipping, donc pour ceux qui font l'infographie, ils savent de quoi je parle, mais en gros, vous aimeriez bien... à quoi ça sert le clipping? Qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, pourquoi pas l'illustrer ici. Vous avez dessiné votre jolie voiture, là,
Et puis, vous aimeriez bien dans la zone, en fait, qui est dans la zone qui représente ici le phare, là, faire un dessin. D'accord? Mais un dessin qui ne déborde pas. Vous voulez mettre votre trombine ici dans le phare, ou je sais pas quoi, hein, n'importe quoi, un effet graphique quelconque. Donc vous voyez bien la difficulté que vous allez avoir. C'est que si vous voulez faire ça vous-même à la main, ça va être extrêmement compliqué. Parce que le dessin que j'aimerais bien positionner là-dedans, c'est pas forcément un dessin que j'ai et qui a exactement cette forme-là. C'est peut-être la partie d'une image. Donc il faut que j'extrais, il faut que j'arrive à comprendre quelle est la forme qui est ici, retrouver l'équivalent qui m'intéresse dans l'image précédente ou dans la forme que je souhaite dessiner, et puis l'appliquer là-dedans. C'est fatigant. Donc évidemment, il y a des techniques pour faire ça. La technique pour faire ça, c'est simplement vous allez décrire le contour qui vous intéresse, et en fait, vous allez faire le dessin comme si vous vouliez dessiner tout. Et le système graphique va simplement limiter le dessin à la zone que vous avez définie. Ça s'appelle du clipping. Bon, rendering hits, alors ça c'est encore plus rare, mais ça ce sont les effets habituels de lissage qu'on peut vouloir souhaiter. Hein. Si vous voulez obtenir des bons dessins à l'écran, vous savez bien que vous allez notamment les effets de crénelage. Donc en général, ce qu'on va obtenir, c'est que si vous dessinez, vous voyez, une courbe de couleur noire sur fond blanc, ce qu'on a, c'est il va y avoir des pixels intermédiaires gris pour obtenir un effet visuel agréable. Sinon, vous avez tout de suite des contrastes un peu bizarres à l'œil. Donc ça se contrôle via les rendering hits. Et puis, vous avez le droit aussi aux méthodes set font. Donc vous devinez bien ce que ça fait, c'est que si vous cherchez à afficher des chaînes de caractères, bien sûr, il faut décider quelle est la police de caractères qui sera utilisée pour afficher la chaîne. Hein, vous avez des drawString, une méthode qui n'a pas son équivalent en fil. Vous avez drawString mais pas fillString. Alors, ça c'est des méthodes, voilà, hein, vous avez droit à setColor pour modifier la couleur, très bien. Vous pouvez consulter la documentation de la classe Color qui est dans AWT. Il y a des couleurs prédéfinies, on le verra. Vous pouvez fabriquer vos propres couleurs, bien sûr. Drawline, bon, ça c'est assez clair. Hein, ici, vous donnez deux points qui sont l'extrémité du segment. Donc ça devrait être plus un draw segment que drawline. Vous avez un fil rect. Alors le rectangle, vous donnez un point et puis une largeur et une hauteur. Et puis par défaut, hein, j'insiste, mais la couleur par défaut, alors je dis en général parce que c'est variable, mais très souvent c'est noir. Et puis l'épaisseur, et le trait c'est épaisseur 1 et trait continu. Alors pour les couleurs, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les couleurs? Si vous regardez la classe couleur, il y a plusieurs façons d'obtenir les couleurs. Alors les deux espaces ouais, là c'est pareil, je ne vais pas faire un cours d'infographie, mais peut-être Vincent vous fera ça, mais il y a, je sais pas, aussi trivial qu'il n'y paraît d'obtenir des couleurs. D'abord, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des couleurs qui sont non représentables sur les écrans. Donc vous n'obtiendrez pas toutes les couleurs que vous pourriez souhaiter. C'est bien le problème des graphistes, ils savent très bien ça. Vous ne pouvez que approximer des couleurs. Et ce n'est pas seulement une question de finesse, c'est aussi une question d'espace et de façon de représenter. Notamment là, on est dans les modes positifs, hein, c'est-à-dire que c'est de la lumière qui est émise. Ce qui n'est pas le cas en peinture, vous n'émettez pas de la lumière, hein, au contraire, vous masquez vous empêchez des réflexions. Donc en tout cas là, on est en mode positif, et il y a deux façons de représenter des couleurs. Soit vous utilisez l'espace RGB, qui est le plus connu pour les informaticiens, parce qu'il est simple en fait, c'est facile de raisonner là-dessus pour les informaticiens. Donc on a appris ça, que les couleurs pouvaient être obtenues par mélange de rouge, vert et bleu, qui sont les couleurs fondamentales, mais en mode positif, parce que si vous êtes en mode négatif, c'est pas celle-là, c'est les complémentaires. Cyan, magenta et je sais plus lequel, hein, mais le complémentaire, c'est-à-dire vous faites rouge plus vert, etc.
Donc, en RGB, eh bien, soit vous utilisez effectivement des valeurs entières pour représenter la quantité de rouge, de vert ou de bleu que vous souhaitez, soit vous utilisez des flottants. Alors, pour les flottants, évidemment, c'est des valeurs comprises entre 0 et 1 qu'il faut indiquer pour les canaux. Et puis, vous avez un autre espace de représentation, ça, c'est les graphistes qui préfèrent celui-là. Les informaticiens détestent celui-là parce qu'on ne sait jamais comment ça marche. C'est le HSB. Et vous voyez que l'espace de représentation HSB, c'est celui-ci, en fait. C'est un cône. Alors, vous représentez la saturation, la valeur. Alors, il y en a un qui a un angle, je ne sais jamais lequel c'est. Je n'ai pas révisé. Donc, la valeur, c'est la hauteur dans le cône. Donc, si vous mettez une valeur 0, c'est noir. Et puis, voilà. La saturation, c'est quand vous avez coupé le cône à une certaine hauteur, vous avez un cercle, c'est la position sur le rayon. Donc, ça va être cette valeur-là. Et puis, U, qui est la teinte. La teinte, c'est un angle sur le cercle. Bon. Il existe d'autres espaces, hein. Mais vous avez ces deux-là. Alors, vous avez des couleurs de base qui sont déjà disponibles. Donc, si vous avez juste besoin de couleurs ordinaires, la classe couleur vous fournit déjà des valeurs, enfin des couleurs déjà construites. Bien sûr, vous avez le blanc, le noir, le bleu, le vert, le rouge, enfin toutes les couleurs de base. Et puis vous avez trois gris. Le gris foncé, le gris moyen et puis le gris clair. D'accord? Donc là, ce sont des couleurs prédéfinies. Hein. Ça peut être color.blue, color.cyan, color.magenta, et vous avez cette couleur-là. Il n'est pas obligé de les instancier, elles sont déjà instanciées par défaut. Hein, ce sont des constantes de la classe couleur. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Les composants, ils ont aussi, en fait, ils ont des propriétés de couleur. Hein, ils ont des attributs de couleur qui est la couleur de fond ou la couleur d'avant-plan par défaut pour le composant. Donc vous les manipulez avec les deux. Enfin, les quatre méthodes get background, get foreground, set background et set foreground. Alors il faut se méfier parce que de temps en temps, évidemment, vous n'avez pas l'effet voulu, notamment quand vous modifiez la couleur de fond, vous n'avez pas ce que vous souhaitez. C'est-à-dire vous changez la couleur de fond et vous ne voyez pas cet effet se produire à l'écran. Rappelez-vous, hein, c'est que le problème, c'est que certains composants, oui, ne sont pas opaques. Donc ils sont transparents. Donc s'ils sont transparents, ça veut dire que par défaut, leur couleur de fond n'est pas utilisée. Hein. On voit à travers. Voilà. Donc si vous modifiez la couleur de fond et que l'effet n'est pas visible à l'écran, la première question à vous poser, c'est est-ce que par hasard mon composant n'est pas en mode opaque faux? Voilà. Donc par exemple, notamment si vous essayez de changer la couleur de fond d'un J-label, en général ça ne marche pas. C'est pas que vous êtes trompé de couleur ou je sais pas quoi, c'est juste que le J-label par défaut il est transparent. Donc vous le passez en mode opaque et ça marche. On peut faire l'expérience ici. Qu'est-ce que je voudrais prendre tout à l'heure si j'avais un exemple? Est-ce que j'ai un J-label ici? Oui, j'ai des J-labels ici. Hein. Donc je vais reprendre cet exemple-là. Pardon, vous voyez pas. Je vais reprendre cet exemple-là, le dernier là. Et je vais essayer de modifier la couleur de fond du label ici là. C'est un label. Hein. Je dis oh j'aimerais bien mettre ça en bleu. Alors je vais changer ça dans le code. Donc si je mets L1.setBackground color.blue, ça fait rien. Les J-labels sont transparents, ils ont un fond transparent. Donc, si je veux que ça marche, il faut probablement au minimum, je
J'espère que j'ai rien oublié. Mais au minimum, le passer en mode opaque. Son fond est bleu. Bon, j'ai fait un choix de couleur malheureux, parce que noir sur fond bleu, on voit pas grand-chose. Mais je vous rassure, c'est bien écrit ici, quelque part. D'accord? Donc faites attention à ça. Hein. Quand parfois vous modifiez les couleurs et puis les choses n'apparaissent pas, pensez, enfin notamment pour la couleur de fond, c'est le premier effet qui apparaît souvent, c'est l'opacité. Alors, quand vous avez un graphique, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Alors évidemment, vous pouvez modifier la couleur. Quand vous faites un dessin, vous pouvez évidemment modifier la couleur du trait. Hein, c'est ça que fait cette color. Quand j'ai dessiné ma diagonale rouge tout à l'heure, c'est bien ce que j'avais fait. J'avais pris le graphique, j'avais fait cette color, color.red. Mais bien sûr, il y a aussi la couleur de fond qu'on peut utiliser. Hein. Vous avez aussi une couleur de fond. Par exemple, quand vous faites des opérations de type effacement avec ClearRect, si vous voulez effacer une partie un morceau de rectangle, la question qui se pose, c'est d'accord, je vais effacer, mais ça veut dire quoi effacer? En fait, ça veut dire remplir avec une certaine couleur. C'est ça que ça veut dire effacer. Si j'ai un fond qui est noir, effacer, c'est peindre en noir. Si j'ai un fond qui est blanc, effacer, c'est peindre en blanc. Donc en fait, effacer, c'est pas, je sais pas quoi, mettre à zéro, c'est mettre dans la couleur du fond, c'est ça que ça veut dire effacer. Hein, donc il y a des opérations type ClearRect qui utilisent la couleur de fond. Vous pouvez modifier la couleur de fond qui est utilisée par les graphics, bien sûr, avec set background. Alors par défaut, la couleur de fond du graphics, c'est exactement celle du composant. Donc quand vous modifiez la valeur de fond du composant, quand on appelle paint, ben, le background qui est enregistré dans le graphics, la couleur de fond associée au graphics, c'est exactement celle du composant. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir aussi sur les couleurs? Là on rentre dans des subtilités, mais il va falloir expérimenter, hein. Vous allez bien voir. Ok, je pense que la plupart d'entre vous n'est pas gêné par le fait qu'on peut représenter les couleurs en RGB ou en HSV, peu importe. Prenons RGB, ça suffit. Vous mélangez du rouge, du vert et du bleu et ça donne la couleur associée. Enfin, la couleur qui va bien. Il faut savoir que les couleurs manipulées par Java notamment, mais c'est très courant maintenant, ont une quatrième composante. Et cette quatrième composante, c'est leur transparence. Donc c'est ce qu'on appelle habituellement le canal alpha. Donc en fait, une couleur, alors pour Java, elles sont représentées comme ça, hein, il y a des systèmes qui utilisent encore des choses plus fines que ça. Hein, mais pour Java, le rouge, le vert et le bleu sont représentés sur 8 bits. Donc vous avez une finesse de 256 valeurs par canal. Donc ça fait les 16 millions de couleurs ou je sais pas quoi habituelles, hein, de 2 puissance 24. Et puis, en fait, les couleurs sont représentées sur des entiers de 32 bits, et donc il y a 8 bits qui restent, qui sont utilisés pour la valeur alpha qui représente la transparence. Et vous pouvez contrôler le niveau de transparence. D'accord? Alors pour fabriquer des couleurs, bah, vous voyez que vous pouvez utiliser directement, alors effectivement il y a les constructeurs habituels où on fait juste RGB, HSV, mais vous avez aussi les constructeurs associés, vous avez le quatrième canal qui peut être spécifié. Hein, RGB A ou HSV A, etc. Ou alors directement, si vous voulez manipuler les couleurs vous-même avec des opérations bit à bit et faire des choses un peu subtiles, vous pouvez spécifier directement la valeur de l'entier en spécifiant qu'il faut tenir compte ou pas du canal alpha. Et la représentation est celle-ci. Hein. Vous devez le bleu, c'est les 8 bits de poids faible. Les 8 bits de poids un peu plus fort, c'est le vert. Les 8 bits de poids un peu plus fort, c'est le rouge. Et puis les 8 bits de poids fort, c'est le canal alpha. Alors pour obtenir des effets de transparence, il faut utiliser les compositions.
c'est assez subtil, hein. Ça c'est pareil, on va pas, je ne veux pas passer un temps infini à détailler ces choses-là. On peut regarder un exemple de manipulation du canal alpha. Je ne sais pas si l'exemple est élémentaire ou pas, mais on va regarder. J'ai un exemple sur le canal alpha. C'est assez subtil, hein, les opérations de manipulation de ce canal. Ah, vous voyez rien, normal. Ah, alors, attendez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Je viens la relancer. Mais j'ai un composant voilà, dont j'imagine le fond, c'est un rectangle noir sur fond gris. Et puis après, quand j'appuie sur le bouton, ça me dessine un rectangle rouge en haut, vert en bas, mais il y a une transparence. Il y a une transparence parce qu'évidemment, je continue à voir, notamment, là c'est très clair, je vois le fond, enfin je vois l'ancien rectangle noir, donc qui est partiellement obscurci par mon rectangle rouge et mon rectangle vert. Hein? Bon, puis je bascule de l'un à l'autre. Donc comment est-ce que j'ai obtenu ça? Bah, simplement, il y a un canal alpha, puis il y a une composition qui a été fabriquée. Alors regardons le code. Donc le code qui m'intéresse, c'est simplement le code du composant, hein, le reste, ça n'a aucune importance. Donc mon composant, c'est un JPanel. Donc toujours pareil, j'ai redéfini mon JPanel. J'ai défini la méthode paintComponent, et la méthode paintComponent par défaut, celle qui m'intéresse en premier lieu, c'est simplement, hein, comme je vous l'ai dit, il y a un fond gris, ok, et puis il y a un rectangle noir au milieu, hein, qui prend simplement la moitié, pardon, la largeur c'est la moitié, et qui est placé au quart à gauche et puis au quart en haut. Et ensuite, quand je clique sur le bouton Go, là, bah, un coup ça affiche les rectangles machin par-dessus, et un coup ça les affiche pas. Donc j'ai un petit booléen on-off, peu importe. Mais d'ailleurs l'interaction pourrait être intéressante. On va la regarder. Vous allez voir l'usage du repaint. Je n'ai pas fait d'usage de repaint pour l'instant, hein. Je vous ai simplement montré que quand on retaillait, ça appelait automatiquement paint. Mais quand est-ce que j'utilise repaint? Parce que là, c'est exactement ce que je veux, typiquement, hein. Je vais relancer l'application. Et là, ce que je veux, vous voyez, c'est que quand j'appuie sur le bouton Go, là, je ne modifie rien de l'interface elle-même. Je ne retaille pas les composants, je ne les déplace pas, rien. C'est simplement, j'agis sur l'application. Qu'est-ce qu'il me fait? Oui, elle est un peu lente, c'est pas grave. J'ai appuyé sur le bouton, et ce que je voulais, c'est que quand j'appuie sur le bouton, le composant change d'apparence. Bah là, je suis obligé, à un moment, forcément, quelque part, j'ai dit, ah bah je souhaite que ce composant-là soit redessiné. Donc probablement, quelque part dans mon code, il y a un appel à repaint sur le composant, qui lui a provoqué, comme vous l'avez vu, ça a pris un certain temps. Là, c'était très clair, ma machine était lente à ce moment-là, donc ça s'est produit, le système graphique avait une petite lenteur, a provoqué un appel à paint, qui lui a fourni un nouveau dessin. Là c'est pareil, quand j'appuie sur Go, hop, appel à repaint sur le composant, petit délai, pas forcément visible à l'œil, mais il y a un petit délai, et appel à paint. Donc je vais le voir, l'appel à paint, hein, dans le code. Si je vois l'appel à paint, où est-ce qu'il est? Bah oui, c'est que quand j'appuie sur mon bouton là, on-off ou Go, je sais pas quoi, oui, mon bouton Go, quand j'appuie dessus, qu'est-ce que ça fait? Bah, vous voyez que je fais basculer mon petit indicateur dans mon composant. Ce petit indicateur, il me dit est-ce que je veux les rectangles verts et rouges ou pas. Et puis, une fois que j'ai fait basculer cet indicateur, bah, j'ai fait un appel à repaint. Parce que je sais que cet indicateur, il me modifie le dessin. Alors, avant de regarder comment j'ai fait la composition, qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas appel à repaint? Je ne fais pas l'appel à repaint.
Quand je fais Go, ça fait bien basculer l'indicateur, mais comme il n'y a rien qui provoque le dessin, il n'y a rien ici qui nécessite de demander le dessin du composant, je ne vois pas, évidemment, ce dessin-là. Alors, je pourrais le voir, comment est-ce que je pourrais le voir? Par exemple, en cachant, alors là, c'est pas le cas, peut-être en iconifiant, en faisant réapparaître, avec un peu de chance, voilà. Parce que quand j'ai fait disparaître la fenêtre, le dessin a été oublié, le système, il a dit, oh, la fenêtre a disparu, je vais oublier son dessin. Mais quand j'ai refait apparaître l'application, le système, il dit, c'était quoi le dessin? Alors il redemande à l'application. Et là, je vois, il a redemandé au composant, affiche-toi, s'il te plaît, maintenant j'ai besoin de savoir à quoi tu ressembles. J'ai oublié à quoi tu ressemblais. D'accord? Donc là, évidemment, ce que je veux, c'est que quand j'appuie sur Go, bien sûr, ça provoque, ça force le système à redemander le dessin. Donc c'est l'appel à repaint qui me sert à ça. J'aurais pu très bien le placer dans le switch on-off ici. Hein. C'était peut-être déjà plus malin. C'est le composant lui-même qui sait quand est-ce qu'il doit se redessiner. Bon, peu importe. J'appuie sur le bouton, ça déclenche switch on-off et switch on-off. Ça fait un appel à repaint. Et donc, voilà. Alors, ce qui m'intéressait aussi, c'était la composition, l'effet de transparence. Vous voyez que quand le booléen est positionné, donc toujours pareil, je ne sais pas pourquoi qu'est-ce que j'ai fait ici. Bon, peu importe, là il y a un bout de code qui traîne qui ne sert à rien, mais c'est pas grave parce que je l'avais déjà. Mais j'ai demandé à faire une composition entre les différents dessins. Donc là j'ai fait des dessins ici, ils redéfinissent complètement le dessin qui était à l'emplacement où je suis en train d'en faire un. Donc quand je fais un fil rect ici, peu importe ce qu'il y avait avant à cet endroit-là sur l'écran, ça disparaît, je fais un carré noir à cet endroit-là. Par contre ici, il y a bien aussi des fils rects, donc là je demande à faire un rectangle rouge dans la partie supérieure, puis un rectangle vert dans la partie inférieure. Simplement, ici, ces dessins sont réalisés avec un effet de composition. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre, quand je vais demander, quand le système, ou plutôt quand ces algorithmes-là vont demander à afficher tel pixel en rouge, on ne va pas le mettre en rouge, on va récupérer le pixel qui était déjà présent à cet endroit-là, la valeur de la couleur, et on va la mélanger avec la couleur que je suis en train de positionner. Donc on va mélanger le rouge avec le gris, le rouge avec le noir, et le mélange ici, il est fait avec, je vais y arriver, avec ce mode-là, qui est simplement qu'on fait un mélange moitié-moitié des deux couleurs. Donc vous avez différents modes ici à explorer, je vous fais grâce des détails, mais il faut aller regarder les compositions alpha possibles, et puis leurs divers paramètres. Ça peut paraître un peu compliqué, il y a beaucoup de fonctions qui sont déjà disponibles, elles ont été identifiées, toutes ces opérations ont été identifiées par des infographistes depuis un bon bout de temps, donc ça c'est connu. C'est répertorié. On va s'arrêter là, puis on continuera la semaine prochaine sur les dessins plus compliqués. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui.